Nouveau partage. Très bien. Allez, on commence. Parfait. Donc, comme je l'ai dit, on va aborder aujourd'hui donc le trouble de l'excitabilité ventriculaire. On entend par trouble de l'excitabilité ventriculaire donc toutes les arythmies qui peuvent survenir après la bifurcation héliциenne, c'est-à-dire au niveau des deux ventricules. On va commencer bien entendu par le plus simple, qui sont les extrasystoles ventriculaires. Donc les extrasystoles ventriculaires sont donc des arythmies qui sont très très fréquentes. Donc très souvent, en fait, les patients ressentent comme une arythmie, donc un rythme cardiaque irrégulier, dû aux pauses qui surviennent après l'extrasystole. Donc, lorsque survient une extrasystole, il y a ce qu'on appelle une pause compensatrice. Et c'est cette pause compensatrice qui est ressentie par les patients. Donc, par définition, donc c'est une dépolarisation prématurée du ventricule qui naît, bien entendu, après la bifurcation initiale. Chose très importante, lorsqu'on fait un électrocardiogramme, cette dépolarisation n'est en aucune façon précédée d'une onde P. Et si elle l'est, c'est vraiment par pur hasard. Très bien. Les étiologies possibles lorsqu'on a des extrasystoles ventriculaires, ça peut survenir donc chez des patients avec un cœur strictement sain. Cependant, donc lorsqu'elles sont très nombreuses, généralement, lorsqu'elles dépassent un certain nombre de, généralement 2000 par 24 heures, à ce moment-là, le risque ou bien la probabilité d'existence, donc d'association d'une cardiopathie ou d'existence d'une cardiopathie sous-jacente devient relativement élevée. Pardon? Donc, toutes les cardiopathies peuvent donner naissance à des extrasystoles ventriculaires. Donc, bien entendu, en premier lieu, ce sont les cardiomyopathies ischémiques, les cardiomyopathies dilatées, valvulaires, les cardiopathies hypertensives, d'autres cardiopathies donc un peu plus rares qui sont les pathies du ventricule droit, qui sont donc secondaires à une anomalie héréditaire qui touche donc les desmosomes. Comme vous le savez, desmosomes, donc c'est ce qui relie donc les myocytes entre elles. Et lorsqu'il y a justement cette perte, disons, d'adhésion, il peut y avoir donc une infiltration graisseuse. Et donc, lorsque vous avez des infiltrations graisseuses, donc vous avez deux tissus. Et comme on l'a vu la dernière fois, quand on a deux tissus, donc on a deux vitesses de conduction, et c'est le terrain propice donc de la survenue des arythmies. Aussi, donc il y a des anomalies génétiques aussi, ce qu'on appelle les tachycardies ventriculaires catécholergiques. Donc c'est des patients qui vont présenter donc des extrasystoles qui sont généralement donc polymorphes, donc et plus particulièrement donc elles sont plus fréquemment elles sont bimorphes, donc de deux morphologies différentes. Et ces extrasystoles, donc dans les tachycardies ventriculaires catécholergiques, c'est qu'elles augmentent à l'effort. Donc elles augmentent à l'effort, donc c'est une anomalie qui est secondaire donc à la concentration du calcium dans les myocytes. Et enfin, donc, on a, comme je vous l'ai dit, des extrasystoles ventriculaires dites idiopathiques qui surviennent comme ça sur un cœur sain. Généralement, elles sont infundibulaires. Le plus souvent, ça provient de l'infundibulum pulmonaire, mais elles peuvent aussi donc émerger de l'infundibulum
du VG, donc soit au niveau de l'anneau mitral, soit au niveau des cusps, donc des cusps coronaires ou non coronaires, ou coronaires gauche. Et donc, la localisation de ces extracystoles se fait surtout sur le plan électrocardiographique. Donc, à l'électro, on peut savoir d'où elles viennent. Très bien. Alors, les critères de gravité. Donc, les critères de gravité, donc chez des patients qui sont porteurs donc, de SV, c'est surtout la fréquence. En fait, quand on a une fréquence qui est très élevée, supérieure à 100 par heure, généralement, elles sont souvent associées à la présence d'une cardiopathie sous-jacente. Donc, lorsque les ESV surviennent sur un cœur sain, c'est un pronostic. Lorsque ça survient chez des patients qui sont porteurs d'une cardiopathie, bien sûr, le pronostic est plus péjoratif. Lorsqu'elles augmentent à l'effort, ça aussi, donc, c'est généralement, on dit que ce sont des critères, c'est un critère de mauvais pronostic. Le fait qu'elles soient polymorphes, donc qu'elles surviennent de plusieurs régions, qu'elles soient répétitives, et surtout, lorsqu'on a ce qu'on appelle un phénomène R sur T, c'est quoi? Au fait, c'est des extrasystoles ventriculaires qui sont très précoces. Et comme vous le savez, le sommet de long T, c'est la période vulnérable du QRS. Lorsque vous avez des extrasystoles qui surviennent sur le sommet de long T, c'est jamais bon. Les extrasystoles, lorsqu'elles surviennent dans un contexte ischémique, donc à la phase aiguë, donc un syndrome coronaire, ça aussi, c'est pas bon. Et un des critères majeurs de gravité, c'est bien entendu une dysfonction ventriculaire gauche. Lorsque vous avez des ESV qui surviennent avec une altération de la fonction ventriculaire gauche. Alors, parfois, en fait, il y a des patients qui n'ont pas de cardiopathie, qui n'avaient pas de cardiopathie, mais qui ont développé en fait des ESV. Et les ESV, lorsqu'elles sont très nombreuses, elles-mêmes peuvent entraîner ce qu'on appelle une cardiomyopathie. Elles peuvent entraîner une dilatation du ventricule gauche et parfois même une altération de la fonction ventriculaire gauche. Très bien. Alors, quel est le traitement? Le traitement, généralement, si elles ne sont pas nombreuses, si elles sont rares, si elles surviennent chez des patients si elles sont complètement asymptomatiques et si elles surviennent sur un cœur strictement sain, on ne fait absolument rien du tout. Par contre, si celles-ci donc surviennent chez des patients symptomatiques ou surviennent en présence d'une cardiopathie ou bien une altération de la fonction ventriculaire gauche surtout, à ce moment-là, un traitement doit être institué. Généralement, le traitement, ce sont les bêta-bloquants. On peut donner des inhibiteurs classiques aussi, de l'amiodarone aussi. Et enfin, on peut aussi traiter d'une façon radicale, donc un traitement curatif de ces extrasystoles par ablative. Généralement, on peut appliquer un courant de radiofréquence sur le foyer d'où émergent les extrasystoles et à ce moment-là, le patient est totalement guéri et il ne prend plus de traitement. Voici sur le plan électrocardiographique une ESV. Donc vous voyez donc le rythme sinusal avec les QRS fins. Et là, donc vous avez un complexe qui est prématuré, qui est large et qui n'est pas précédé du long T. Donc c'est la définition par excellence des extrasystoles ventriculaires. Et vous avez bien entendu la fameuse pause compensatrice dont je vous ai parlé et qui est à l'origine des symptômes ressentis par les patients. Alors il faut savoir une chose, que vous avez des patients parfois quand ils prennent leur pouls, ils ont l'impression qu'ils ont un pouls très lent. Au fait, pourquoi? Parce que lorsque vous avez une extrasystole, celle-ci n'est pas ressentie. Alors en cas comme ici, vous avez, en cas de bigéminisme, comme vous le voyez ici, vous avez donc un QRS normal, ici donc une extrasystole ventriculaire, un QRS en rythme sinusal, une extrasystole ventriculaire. La même chose, donc une fois sur deux. Les patients, au fait, s'ils prennent le pouls ou bien s'ils prennent le fréquence cardiaque, donc avec le tensiomètre électronique, ces extrasystoles ne sont pas comptabilisées. Alors le patient, regardez, il a l'impression qu'il a un pouls très lent.
Donc, il a l'impression qu'il est un peu très lent, mais il est complètement asymptomatique. C'est simplement parce qu'il a pris le pouls ou parce qu'il a pris sa tension avec le tensiomètre électronique. Et le tensiomètre électronique, au lieu de lui donner une fréquence à peu près ici à 60 battements par minute, il va lui donner une fréquence à 45 battements par minute. Et bien sûr, il va paniquer, il va dire « je suis en bradycardie, je risque de mourir ». Donc ça, c'est un élément à connaître. Et regardez ici, justement, sur cet électrocardiogramme, 12 dérivations. Donc on voit parfaitement donc, le rythme sinusal, donc avec un axe ici donc en T1. On voit ici donc qu'il n'y a pas vraiment de séquelles de nécrose ou quoi que ce soit. Le CG donc, de base a l'air d'être normal. Par contre, on voit des extrasystoles ventriculaires. Ces extrasystoles ventriculaires, regardez, donc elles ont un retard, ici, regardez, retard gauche. Donc elles ont un aspect de bloc de branche gauche. Ça veut dire qu'elles proviennent très probablement du ventricule droit. Regardez l'axe du QRS, très positif en D2. Ça veut dire quoi? Au fait, ça veut dire que le foyer, que ces extrasystoles donc, arrivent, donc viennent de l'infundibulum et se dirigent vers les dérivations inférieures. Donc il s'agit très probablement ici d'extrasystoles ventriculaires infundibulaires droites. Regardez ici une particularité, vous avez les extrasystole ventriculaire. Remarquez tous, regardez, ici l'onde de P rétrograde. Donc vous avez la dépolarisation qui arrive du ventricule et qui va aller donc dépolariser l'oreillette par une conduction rétrograde. Donc, ce patient a une conduction, très probablement une conduction rétrograde. Vous avez la dépolarisation du ventricule. Ensuite, ici, donc la dépolarisation va traverser le auriculaire ventriculaire pour aller dépolariser l'oreillette. Et vous avez une onde P rétrograde. Quand vous avez ce signe-là, regardez, là, on voit bien l'onde de P, vous êtes certain qu'il s'agit vraiment d'une extrasystole ventriculaire. D'accord? Très bien. Voici donc un autre exemple de bigéminisme, donc un complexe fin, une extrasystole, un complexe fin, une extrasystole. Ici, vous avez un triplet. Regardez, vous avez donc une petite salve de 3 complexes. Généralement, quand on commence à avoir comme ça des salves, donc d'une activité répétitive, ça on n'aime pas trop parce que souvent c'est associé à une cardiopathie sous-jacente. Ici, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est la fameuse extrasystole ventriculaire avec, regardez, phénomène R sur T. Vous avez votre extrasystole qui tombe vraiment sur le sommet de l'onde T. Et ça, c'est jamais bon parce que c'est la période vulnérable du QRS et cela peut entraîner le déclenchement d'une fibrillation ventriculaire et donc le décès du patient. Alors, ici, chez une population de sportifs, regardez, donc il y a une étude donc, qui a été publiée dans le JACC, qui est le Journal American College of Cardiology, et là, regardez, on voit très bien que plus vous avez des extrasystoles, plus elles sont nombreuses, et plus vous avez des TVNS, des tachycardies ventriculaires non soutenues, et plus il y a, regardez, le risque d'existence d'une cardiopathie. Ici, en l'occurrence, la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Ici, donc, les myocardiopathies valvulaires, la myocardie, les cardiopathies dilatées. Donc, on voit, plus vous avez donc, extrasystoles, plus voir une cardiopathie augmente. Très bien. Or, maintenant, donc, on a parlé des extrasystoles ventriculaires, des doublés, et bon, les doublés, on n'a pas vu, mais c'est simplement 2 extrasystoles qui se suivent. Des triplés, maintenant, on va parler des tachycardies ventriculaires. Donc, les tachycardies ventriculaires, ce sont des tachycardies régulières dont le point de départ se situe toujours après la bifurcation ischienne. Alors, sur le plan clinique, parfois, surtout lorsque le patient donc, a une bonne fraction d'éjection, pas de cardiopathie sous-jacente, il peut ressentir des palpitations. Mais contrairement aux tachycardies supraventriculaires, généralement, les tachycardies ventriculaires sont souvent mal tolérées. Pourquoi? Parce que donc, la dépolarisation qui vient donc, du ventricule donc, fait que le débit cardiaque généralement diminue et
Et ça provoque très souvent, en fait, donc des hypothymies, voire des syncopes. Parfois, même lorsqu'il y a une altération de la fonction ventriculaire gauche, donc on peut avoir des OAP ou des états de choc. Donc, une tachycardie ventriculaire donc, a nécessairement une fréquence cardiaque au-delà de 115 battements par minute, avec des QRS larges, et vous avez des critères en faveur donc électrocardiographiques en faveur d'une tachycardie ventriculaire, qui sont la dissociation ventriculo-atriale, les complexes de fusion et les complexes de capture. Allez, on verra ça tantôt. Hein. Donc maintenant, en cas de tachycardie ventriculaire, vous êtes aux urgences, vous recevez un patient et hop, vous avez une tachycardie à QRS large avec des critères en faveur d'une tachycardie ventriculaire. Les examens qu'on doit absolument réaliser. Déjà, la conduite à tenir, il faut très rapidement voir est-ce que cette tachycardie est bien tolérée ou mal tolérée. Quels sont les signes? Les signes sont bien entendu la pression artérielle. Deuxième signe, c'est l'état de conscience. Si on voit que le patient est en état de choc, il commence à perdre conscience, à ce moment-là, il faut très vite arrêter cette tachycardie par choc électrique externe. Si cette tachycardie est bien tolérée, le patient a une tension correcte, il répond bien aux questions, il est très alerte, à ce moment-là, vous avez le temps de gérer et d'injecter éventuellement donc des antiarythmiques. Les antiarythmiques qu'on peut utiliser, ce sont l'amiodarone, qu'on fait passer donc en 30 minutes. Donc on peut mettre 2 ampoules dans du sérum salé qu'on fait passer en 30 minutes. Ou bien on peut donc donner aussi d'autres antiarythmiques qui sont la xylocaïne, surtout en cas de cardiomyopathie ischémique. On peut faire ce qu'on appelle un overdrive. C'est quoi l'overdrive? C'est de faire monter une sonde à l'intérieur du ventricule et stimuler plus vite que la tachycardie pour essayer de la recycler. Puisqu'on a dit que ce genre de tachycardie sont souvent au fait en relation avec des phénomènes de réentrée. Et enfin, si c'est toujours bien toléré, donc on peut proposer aux patients, c'est si les maladies sont récidivantes, on peut proposer un traitement ablatif. Maintenant, si la tachycardie est mal tolérée, si le patient a une fraction d'éjection qui est altérée, à ce moment-là, c'est une indication de mise en place d'un défibrillateur implantable. Les étiologies, c'est les mêmes que celles qu'on a vues tantôt. Donc, concernant les extrasystoles ventriculaires, ce sont les cardiomyopathies ischémiques en première position, suivies de cardiomyopathie dilatée, des cardiomyopathies du ventricule droit, les tachycardies ventriculaires catécholergiques, et vous avez d'autres, donc, des tachycardies sur maladie, sur une sarcoïdose, sur maladie Chagas, sur donc dans le syndrome de Brugada, qui est une anomalie génétique donc qui touche les gènes donc responsables des canaux sodiques qui ont la particularité de présenter, donc qui ont une particularité électrocardiographique, l'aspect en selle de cheval en V1, V2, et enfin donc les tachycardies bien entendu catécholergiques et plus rarement, et on peut avoir des tachycardies bénignes. Ce sont des tachycardies dites idiopathiques qui proviennent de l'infundibulum, à peu près d'où on a vu donc comme elles ont la même morphologie que celle des extrasystoles ventriculaires qu'on a vu sur l'électrocardiogramme 12 dérivations de tout à l'heure. Et on peut avoir aussi donc, des tachycardies donc, qui vont prendre naissance au niveau du ventricule gauche, au niveau soit de la branche postérieure, de l'une branche postérieure ou de l'une branche antérieure, gauche. Le pronostic dépend de l'existence ou pas d'une cardiopathie. Deuxième point, c'est le pronostic est vraiment en relation avec la fraction d'éjection. Plus la fraction d'éjection est basse, plus le pronostic est réservé. Voici sur le plan électrocardiographique une tachycardie ventriculaire. On a une tachycardie large. Ici, on
on peut percevoir ici donc une onde P. Est-ce que tout le monde la voit ici? Voilà, voici donc une autre onde P, d'accord? C'est ce qu'on appelle la dissociation ventriculo-atriale. Pourquoi dissociation? Vous avez donc un rythme qui naît des ventricules, qui va battre ici, comme c'est le cas ici, à peu près à 180 par minute, mais l'activité sinusale va continuer à fonctionner. Donc le nœud sinusal va continuer à dépolariser et il va dépolariser les oreillettes. Et parfois, c'est comme ça qu'on peut voir, et vu que le rythme sinusal, c'est à peu près entre 60 et 80, lorsqu'il y a une tachycardie, il y a une certaine angoisse, donc ce rythme-là peut monter à 100 battements par minute, donc vous aurez une fréquence des oreillettes à 100, et vous avez une fréquence ventriculaire ici à 180. Alors, ici, comme vous voyez, ici, regardez, vous avez des complexes fins au sein de cette tachycardie à QRS large. C'est ce qu'on appelle le complexe de capture. C'est quoi? Vous avez donc une onde P qui est là. Cette onde P donc peut aller pénétrer les voies nodoïciennes et aller capturer les ventricules. Pourquoi? Parce que ici, le ventricule est sorti de sa période réfractaire, il est excitable. Donc, vous aurez le nœud sinusal à capturer le ventricule. C'est pour ça qu'on a un QRS qui est fort. Parfois, on peut avoir un complexe intermédiaire, ni fin ni large. Comme ici, regardez. Au fait, c'est ce qu'on appelle le complexe de fusion. Ici, regardez, un complexe de fusion, comme vous voyez ici, c'est quoi au fait? La dépolarisation, excusez-moi, des ventricules vient par le haut, par les voies nodoïciennes, mais en même temps, le foyer ventriculaire a dépolarisé le ventricule. Donc, vous aurez donc l'arrivée de la dépolarisation par les voies normales, plus celle qui vient du foyer du ventricule, de proche en proche. Et vous aurez à ce moment-là un complexe qui est intermédiaire, qu'on appelle fusion. Alors, si vous avez la dissociation auriculo-ventriculaire, vous avez le complexe de fusion et vous avez les captures, vous êtes certain que c'est une tachycardie ventriculaire. Voici un autre exemple. Regardez. Alors, bon, je vais la mettre ici, comme ça. Regardez ici, donc la même chose. Vous avez donc une tachycardie à QRS très large. Ici, regardez, vous avez ce qu'on appelle un retard qui est droit. Ça veut dire quoi? Un aspect de bloc de branche droit, regardez, un retard droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très probablement, cette tachycardie vient du ventricule gauche. Très bien. Donc, ici, regardez, on va essayer de voir est-ce qu'on a une dissociation auriculo-ventriculaire. On a regardé ici une onde de P. Tout le monde la voit. Une onde de P. Une onde de P ici. Donc, P, on la voit ici. On a une onde P là. On a une onde P là. Donc, on appelle la dissociation auriculo-ventriculaire. Vous êtes certain que c'est une tachycardie ventriculaire. Très bien. Voici un autre exemple ici. Donc, ici, par contre, regardez, donc, vous avez donc un aspect de tachycardie à QRS large, toujours. On va faire la même chose. On va rechercher les critères. Est-ce qu'on a ici une dissociation? Non, pas de dissociation. Tout le monde est d'accord. Est-ce qu'on a des complexes de capture? Non. Complexe de fusion? Non. Après, on peut aller vers d'autres critères. Donc ça, c'est pour votre propre gouvernance et tout. Ici, regardez, on va regarder ici. Lorsque vous avez une onde R exclusive en AVR, c'est en faveur aussi d'une tachycardie ventriculaire. Ici, on n'a pas vraiment. Donc ici, le diagnostic, c'est entre tachycardie ventriculaire ou bien une tachycardie supraventriculaire avec aberration. D'accord? Parfois, on peut avoir des blocs de branches fonctionnels
lors des tachycardies qui vont donner une tachycardie à QRS large. Vous avez une tachycardie supraventriculaire avec un bloc de branche, qu'il soit organique ou fonctionnel. Fonctionnel, c'est quoi? C'est qu'après une tachycardie, vous n'avez plus, il y a une des branches qui ne fonctionne pas. À ce moment-là, donc ici, on n'a pas vraiment des critères nets en faveur d'une tachycardie ventriculaire, mais par contre, on peut aller rechercher d'autres signes. Alors, ici, oui, les complets pour ne pas. Donc c'est pour Nour El-Ihsan. Donc oui, Nour El-Ihsan, donc les complexes de capture sont des complexes normaux, absolument. Ils ont été capturés par le nœud sinusal. Très très bien. Ok, très bien. Donc ici, regardez, on a des extrasystoles qui sont très précoces. Tout le monde les voit, surtout ces extrasystoles précoces, ici, qui tombent sur le sommet de l'onté. Ici, regardez, vous avez un triplet. Ici, regardez, vous avez toujours une extrasystole qui tombe sur le sommet de l'onté, une arythmie ventriculaire. Ici, regardez, une autre arythmie ventriculaire qu'on appelle une torsade de pointe. C'est ça, la torsade de pointe. Même les anglo-saxons appellent ça torsade de pointe. Alors, vous êtes en train de partager l'écran? Yes. Est-ce que tout le monde a compris pourquoi tachycardie ventriculaire, plus la fraction d'éjection basse, plus le pronostic est réservé? D'accord. Yes. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc ici, donc, tout le monde a vu la torsade de pointe. Très bien. Alors ici, regardez, donc ici, la même chose. Vous avez donc ici, regardez, donc un sus-décalchement ST avec déclenchement d'une fibrillation ventriculaire. Regardez, il y a une extrasystole qui tombe sur le sommet de l'onté qui déclenche une fibrillation ventriculaire. OK. Ici, une tachycardie ventriculaire très rapide à 280, plus de 280 par minute. Ici, une fibrillation ventriculaire. Donc ça, c'est toutes les arythmies qu'on peut avoir, les arythmies ventriculaires. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions. Alors, pourquoi les tachycardies? Ok. Quand la fraction d'éjection est un facteur prédictif de mortalité. Lorsque vous avez et le cutoff, généralement, c'est 35%. Donc, de nombreuses études ont montré que plus la masse, plus le risque de mort subite est élevé. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une fraction d'éjection qui est basse, donc vous avez automatiquement donc, beaucoup de fibrose au niveau du myocarde. Déjà, donc, tout cela, donc, vous aurez la fraction d'éjection, donc vous avez donc la fonction pompe, la contraction qui sera diminuée parce que vous avez moins de leucocytes. Deuxièmement, vous avez donc des plages de nécrose et vous aurez beaucoup de circuits de réentrée. Et ces circuits de réentrée vont entraîner des tachycardies ventriculaires qui peuvent dégénérer en fibrillation ventriculaire, comme je vous l'ai vu, on l'a vu tantôt, et qui peuvent donner subite. Docteur, j'ai pas pu localiser avec le ventriculaire. Ok, attends, je reviens. Ici, ok. Attendez. Là, regardez. Vous voyez ce petit truc-là, cette petite déflexion ici, regardez là. Est-ce que vous la voyez? On ne la voit pas ici, regardez. Ici, on la voit. Regardez là. D'accord? Tout le monde la voit. Vous ne la voyez pas ici. Vous faites ça, c'est une onde P. Là, par exemple. Ici. Vous voyez le Qalbozadi. Ça, c'est une onde P. Là. D'accord? Je sais que c'est pas évident. Regardez là.
Là, là, c'est une question d'entraînement, d'accord? Faut lire beaucoup d'électrocardiogrammes et tout. C'est, c'est pas facile. Vous êtes d'accord avec moi maintenant? C'est bon? Très bien. Torsade de pointe et fibrillation ventriculaire. Yes. Alors, ça et ça, j'ai répondu. Le ECG, comment on fait la différence entre pointe et fibrillation ventriculaire? Tout de suite. Alors, regardez la torsade de pointe. La torsade de pointe est généralement, regardez, vous avez une amplitude qui monte, qui monte, qui monte, et qui redescend après qui remonte. C'est ça la torsade de pointe. La fibrillation ventriculaire, regardez, ça c'est une pointe, d'accord? Mais regardez le rythme là, la torsade de pointe, très souvent, au fait, elle s'arrête spontanément. Ou bien elle peut dégénérer en ça, en fibrillation ventriculaire. D'accord? Tandis que la fibrillation ventriculaire, c'est ça. C'est un rythme complètement chaotique. D'accord? D'autres questions? Très bien. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Prenez soin de vous et donnez de bons conseils à vos proches, votre entourage, pour mettre les masques, se laver les mains et tout, parce que vraiment, sinon la situation sera catastrophique. On risque d'aller vers le scénario italien. Alors, autre chose. Donc, pour qui ça intéresse, hein, pour qui ça intéresse, hein, d'accord? Pour qui ça intéresse, euh, jeudi, on va faire un webinar. Donc, un webinar africain, donc avec des équipes du Sénégal et avec sur justement les troubles du rythme. Donc les troubles du rythme, donc il y aura plusieurs rythmologues, donc africains, qui vont parler euh, sur les troubles du rythme. Donc moi je vais parler justement des techniques ablatives, comment on fait une ablation des tachycardies ventriculaires. Donc pour qui ça intéresse, je pourrais envoyer à votre délégué dynamique et engagé. Renvoyez-moi s'il vous plaît votre mail. Comme Oui, ça, d'accord. Je vais vous envoyer un mail, vous m'envoyez le lien, ça nous intéresse. voilà. Ah ok, super. Donc ça sera, au fait, ça sera le jeudi à 18 h. D'accord. D'accord, merci docteur. Ça sera intéressant parce que vous allez voir vraiment ce qu'on fait, je veux dire, ce qu'on fait dans le service et ce qui se fait, ce qui doit se faire dans le monde, ce que nous faisons dans notre service et ce qui se fait dans notre continent africain. D'accord? D'accord, merci beaucoup docteur. Bonne fin de journée. Merci à vous, bon courage. Allez, au revoir.